Le 1er novembre 1993, une nouvelle union de gouvernements européens a été formée, ce qui allait changer à jamais le cours des nations d'Europe. Les années de guerre et de conflits diplomatiques ont été révolues. Il était clair que les membres fondateurs de l'Union européenne avaient un objectif principal en tête, une Europe unifiée, renforcée par la diversité et les origines de ses nations membres. Il n'est pas nécessaire de chercher plus loin que la devise de l'Union européenne, In varietate concordia, une expression latine qui signifie simplement unis dans la diversité. Toutefois, les choses aujourd'hui sont plus complexes qu'il n'y paraît. Bien que l'objectif initial de l'Union européenne ait été de fournir une structure de soutien économique, politique et militaire générale dont ses nations membres pouvaient profiter pour une prospérité et une protection mutuelle, il est vite apparu que de nombreux partisans fervents d'une identité européenne transnationale voulaient aller encore plus loin avec l'Union européenne. Pourquoi s'arrêter à une simple union d'États membres alors que l'Europe pourrait être quelque chose de bien plus grand? Pourquoi ne faire qu'une intégration partielle alors qu'une fédération européenne pourrait mieux servir les intérêts de tous les peuples d'Europe? Ceux qui plaident pour cette fédération se battent pour un nouveau gouvernement que beaucoup pensaient impossible il y a seulement 100 ans. Alors, à quoi ressemblerait une fédération européenne? Et est-ce même possible? Pour envisager l'avenir de l'Europe, revenons sur la naissance de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en 1948. 3 ans auparavant, l'Europe avait été ravagée par une guerre brutale et impitoyable qui aurait coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, sans parler de la destruction massive de l'industrie et du développement économique causé par la guerre. À la lumière de ces événements horribles, et compte tenu du fait que l'internationalisme avait récemment gagné en popularité avec la création de l'Organisation des Nations Unies, la défense internationale était une priorité majeure pour de nombreux pays d'Europe occidentale. Ainsi, certains de ces pays se sont réunis pour former ce qui allait être appelé l'Union occidentale. Cette union, initialement composée de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, a été formée pour assurer la défense des pays membres, incluant la possibilité d'une coopération économique, culturelle et politique plus poussée. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là. D'autres pactes allaient être conclus entre les nations d'Europe, menant à l'Union européenne avec le traité de Maastricht et l'euro. Depuis lors, elle est passée de seulement 6 à 27 membres, couvrant la majeure partie du continent et formant un immense bloc politique et économique qui rivalise aujourd'hui avec bon nombre des plus grandes superpuissances mondiales. Quand on compare l'Europe des années 50 à ce qu'elle est aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus fédéralisée, même si ce n'est pas techniquement une fédération à l'heure actuelle. Il est impossible de savoir avec certitude ce qui va se passer ensuite s'il doit se passer quelque chose. Toutefois, une fédération européenne pourrait s'apparenter à une Union européenne renforcée actuellement. L'Union européenne est actuellement un traité, alors qu'une fédération européenne serait un État-nation avec des rôles, des frontières et des aspects clairs et définis, comparables aux États-Unis. La fédération européenne aurait la plus haute cour qui rendrait des décisions suprêmes. Elle aurait une législature avec la capacité de taxer universellement sa population. Et elle aurait très probablement sa propre armée, au lieu de compter sur les nations constituantes pour la soutenir en temps de conflit armé. Pour cette raison, cependant, une Europe véritablement unie serait une entité géopolitique puissante, capable d'exercer une influence que seuls les États-Unis et la Chine possèdent aujourd'hui. En supposant que tous les membres de l'Union européenne acceptent la formation d'une fédération européenne, elle aurait une population de 450 millions de personnes et un produit intérieur brut colossal de 17 000 milliards de dollars, ce qui la placerait au troisième rang mondial derrière la Chine et les États-Unis. Bien que les États membres de l'Union européenne soient généralement non agressifs, certains, comme la France, possèdent des forces armées importantes et impressionnantes en termes de puissance militaire. Bien sûr, unis, ils seraient beaucoup plus puissants. Une armée combinée des 27 États membres de l'Union européenne pourrait actuellement aligner environ 1 300 000 militaires en service actif, ce qui est à peu près équivalent à la taille des forces armées américaines. Les dépenses militaires combinées atteignent l'impressionnant montant de 225 milliards de dollars, soit les trois quarts des 290 milliards de la Chine, et ils y consacrent une part moindre de leur produit intérieur brut comparé aux États-Unis. Leur technologie serait aussi supérieure grâce à leur unité dans le développement. Par exemple, l'armée américaine utilise 30 systèmes d'armes, tandis que les armées séparées de l'Union européenne en utilisent près de 180, soit 6 fois plus. Ces changements permettraient à l'Europe de dicter son propre avenir et de ne plus continuer à vivre aux dépens de l'Amérique et à dépendre d'elle, tout en se protégeant contre la montée de l'Inde et d'autres pays en croissance. Certes, il est aisé de discourir sur la puissance potentielle d'une fédération européenne et sa capacité à devenir une superpuissance mondiale. Mais ce ne sont que des paroles. Mais en réalité, cela importe peu, car de nombreux facteurs rendent cela improbable actuellement. Qu'est-ce qui empêche actuellement la création d'une fédération européenne?
Eh bien, par où commencer? Peut-être que le plus grand problème est l'identité nationale. De nombreux Européens sont fiers de l'identité, de la culture et de l'histoire de leur pays. Ils refusent de les effacer pour se conformer à une identité européenne. Parce qu'il faut être honnête, une fédération européenne réussie exige un changement fondamental d'identité pour tout le monde. Ils devraient se sentir européens aussi profondément que les Américains se sentent américains. Et c'est plutôt difficile à faire quand on compare par exemple la Norvège et la Hongrie. Contrairement au Texas et à la Californie, où malgré de grandes différences politiques et de mode de vie, les habitants s'identifient avant tout comme américains. Chaque pays européen a une culture et un peuple unique depuis des milliers d'années. Les fusionner pourrait mener au chaos et à la division. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec la Yougoslavie. Il y a aussi un sentiment nationaliste et donc de l'euroscepticisme également qui est en hausse en Europe. Le Brexit et les victoires électorales de partis nationalistes en Italie et en Suède en sont des exemples évidents. Ces partis illustrent une tendance croissante des nationalistes à gagner des élections sur un continent généralement tourné vers la social-démocratie internationaliste. Ce sont des événements qui indiquent une tendance vers une vision plus nationaliste de l'Europe. Les partisans du Brexit pensaient que l'Union européenne n'était pas l'avenir du Royaume-Uni. Ils pensaient qu'ils devaient partir avant d'être encore plus liés, car ils pourraient mieux forger leur avenir indépendamment du contrôle politique de l'Union européenne. Toute personne ressentant une identité nationale peut être un handicap, car elle défendra ses intérêts nationaux, menant à un gouvernement inefficace dans une Europe fédérale. Dans cette optique, une Union européenne fédérale serait un paradis pour les lobbyistes d'entreprises. Comme aux États-Unis, il suffit désormais de faire pression sur un seul gouvernement pour influencer les 450 millions d'Européens au lieu de faire du lobbying dans chaque pays. L'autre grand obstacle à une fédération européenne concerne des problèmes comme ceux liés à la monnaie. Il y a encore plusieurs pays qui attendent d'adopter l'euro ou qui n'en veulent pas du tout. Sur les 27 pays de l'Union européenne, 7 ne l'utilisent pas. La Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la République tchèque. Il y a deux groupes, les pays qui peuvent adopter l'euro mais ne le veulent pas, et ceux qui veulent l'euro mais ne peuvent pas l'adopter parce qu'ils ne remplissent pas les critères de stabilité financière. Les pays riches refusent de rejoindre le système car ils veulent garder une politique monétaire indépendante, par manque de soutien public et parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans l'objectif d'une union toujours plus étroite. D'un autre côté, l'Union européenne ne peut pas simplement accepter l'adhésion de pays non qualifiés, en raison des risques potentiels. Même si votre pays a une discipline financière parfaite, dès qu'un membre comme la Grèce entre en crise à cause de problèmes de dépenses, de dettes et de déficit, vous êtes tous obligés de les sauver pour préserver la valeur de la monnaie. Soyons honnêtes, aucun pays ne souhaite devoir renflouer les autres. C'est une autre raison majeure pour laquelle certains redoutent d'adopter l'euro. Le problème pourrait se résoudre, mais il faudra probablement attendre au moins 10 ans en étant optimiste. Enfin, une autre grande question est, qui en profite vraiment? La France et l'Allemagne sont les principaux pays qui plaident pour une fédération européenne, et il est facile de comprendre pourquoi. Ils détiennent la majeure partie du pouvoir dans l'Union européenne actuelle. Une fédéralisation implique plus de contrôle sur les gouvernements autonomes des États membres. Cependant, d'autres options ont été mentionnées. Bien qu'une fédération européenne soit improbable, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a significativement renforcé la coopération européenne. Un modèle suisse, plutôt qu'une fédération à l'américaine, est envisageable avec des cantons respectant les différentes langues et cultures européennes, et une démocratie plus directe pour éviter qu'une Europe unifiée ne permette de contrôler plus aisément davantage de personnes. Sinon, une alliance commerciale forte, abandonnant l'idée de s'unir ainsi, peut résoudre de nombreux problèmes géopolitiques, car l'argent parle. Une alliance militaire peut régler le reste. Le fédéralisme n'est pas techniquement nécessaire pour cela. Quoi qu'il arrive, cela prendra beaucoup de temps et ne peut être précipité. L'Union européenne a mis plus de 50 ans pour atteindre 27 membres, et même ainsi, ils ne sont pas tous complètement unis. L'évolution vers une identité européenne prendra des décennies, mais un changement est nécessaire. L'Union européenne est actuellement dans un état de limbo, avec deux options, la fédéralisation ou le retour à un simple marché unique. Actuellement, elle manque d'engagement pour réussir durablement sans changement majeur. Le Conseil européen a approuvé la boussole stratégique, un plan pour renforcer la défense et la sécurité de l'Union européenne d'ici 2030. Les armées commencent à s'unir avec la création d'une équipe de déploiement rapide de l'Union européenne pouvant atteindre 5000 soldats. Donc malgré tous les désaccords entre les pays membres, il y a la preuve que l'Europe avance encore lentement mais sûrement vers une plus grande unité.